Le président Trump veut prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Il affirme qu'il n'y a pas de négociations en cours, sauf d'après ce que dit Jared Kushner. Pourtant, des discussions ont lieu. Il faudra donc attendre de voir où cela va mener. Mais de plus en plus d'éléments en provenance d'Iran montrent qu'ils ne sont pas inquiets, ni même intéressés par des discussions. Ils se préparent simplement à davantage de combats pour voir jusqu'où cela pourrait aller et qui, ici, pourrait être sur la bonne voie. Nous retrouvons aujourd'hui le colonel Douglas Macgregor, qui est bien sûr analyste en défense et en politique étrangère, ancien conseiller du secrétaire à la Défense et vétéran de combat très décoré. Doug, comme toujours, bienvenue à nouveau dans notre émission. Oui, je suis surpris que vous ayez montré la péninsule Trump sans y mettre le nom Trump. Oui, ça indique toujours le golfe d'Oman et le golfe Persique. Je suis surpris que ça dise pas le golfe Trump, parce que, enfin, je ne sais pas. J'imagine qu'il a déjà eu le golfe d'Amérique. Eh bien, si vous regardez la péninsule Trump, on dirait bien qu'elle pointe vers une sorte de grande cavité anale géographique. Eh bien, il y a ça. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Apparemment, Gary Larson. Je dois dire que ce n'est pas comme ça que je pensais que cette émission allait commencer. Eh bien, je pense que c'est à peu près là où en est le président Trump en ce moment. Oui, et on verra qui se retrouvera à subir ce genre de choses. Mais il ne semble pas que le président Trump ait réellement conscience de l'ampleur du danger dans lequel nous nous trouvons actuellement, à mon avis. Voyons ce que vous en pensez. C'était publié ce matin même, il y a moins de 2 heures. Il dit qu'il n'y a aucune discussion ni conversation en cours ou prévue avec la République islamique d'Iran. Le blocus naval reste pleinement en vigueur. Le détroit d'Ormuz est ouvert et opérationnel. Toutes les mines marines ont été retirées ou détruites par explosion. Merci de votre attention sur cette question. Je ne sais pas ce que ça veut dire à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi il met ça là. Mais bon, regardons-les simplement dans l'ordre. Commençons par la fin. Le détroit d'Ormuz est ouvert et opérationnel. C'est bien ce que vous comprenez. À ma connaissance, le lapin de Pâques, la bonne fée et le Père Noël ont tous été ressuscités sous cette administration. Donc, je pense que c'est une déclaration parfaitement recevable. Eh bien, vous savez, certains semblent être plus sceptiques. Et ce matin, on voit que la question du diesel, dont nous parlons, dont vous parlez depuis assez longtemps, commence maintenant, je suppose, à percer les récits du lapin de Pâques. Ce matin, en fait, c'était hier après-midi, Zero Hedge écrivait « Soit l'économie industrielle s'arrête, soit les consommateurs vont subir la plus forte répercussion des coûts de l'énergie de l'histoire, à cause des écarts de craquage du diesel. » Et vous pouvez voir cette courbe au milieu. Quand le protocole d'accord a été signé, Trump n'avait qu'à laisser les choses se dérouler et le détroit aurait été ouvert. Cette courbe aurait continué à baisser. Au lieu de ça, elle a immédiatement commencé à monter avec la campagne de 13 jours et elle n'est pas redescendue depuis. Et maintenant, elle a atteint des niveaux proches des records historiques. Et it's right, it's no risk, it's that it's a hanglet. Écoutez, nous savons qu'en ce moment, la pénurie de diesel commence déjà à frapper l'Europe. Et les Européens dépendent bien davantage du diesel que de toute autre chose pour transporter la nourriture, l'eau, le carburant et tout ce qui est vital à la vie humaine. Autrement dit, sans diesel en Europe, c'est quasiment l'arrêt total. Je pense qu'on peut affirmer sans risque quelque chose dont j'ai déjà parlé par le passé, mais qui devient maintenant très aigu. Je pense que nous sommes au bord d'une explosion en Europe, particulièrement en Allemagne, dans une moindre mesure en Autriche et dans le nord de l'Italie, et certainement en France et en Grande-Bretagne. Pas de diesel, c'est un état d'urgence très très grave.
means serious, serious state of emergency. And, again, what's astonishing to me Et vous savez, encore une fois, ce qui m'étonne, c'est que ce n'est que maintenant que les gens commencent enfin à se réveiller et à comprendre que, en plus du diesel et du carburant aviation, et le carburant aviation, bien sûr, explose, nous continuons d'essayer d'en contenir le prix avec tout ce que nous avons en réserve. La vérité, c'est que 40% de votre soufre vient du Moyen-Orient. Et le soufre est essentiel à toute une série d'opérations minières et au raffinage. Et tout cela va d'abord s'abattre sur l'Europe, comme une tonne de pierre, puis sur nous aussi. Et je ne sais pas comment l'administration Trump va encaisser cela. Je veux dire, soudainement, les allocations versées à tous les membres de la Chambre et du Sénat par les Israéliens et leurs agents juifs sionistes aux États-Unis pourraient ne pas suffire à garantir qu'ils ne se réveillent pas et n'exigent pas soudainement un changement. Et regardez, ce réveil va finir par s'imposer ici, encore une fois, en perçant à travers les absurdités et le bruit. Parce que, et il faut le reconnaître très sérieusement, quand Trump publie des choses comme ça, c'est sur son compte Truth Social. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui publie ça, c'est lui-même qui le publie. Et quand on l'entend en parler, c'est là que cela devient encore plus préoccupant, comme il l'a fait hier depuis le bureau ovale. Eh bien, je pense que c'est une excellente idée, oui. Je veux dire, on le contrôle. On le contrôle avec le blocus. Nous avons un blocus. On le contrôle avec un blocus. Et j'aime l'idée de le déclarer territoire. Pourquoi ferait-on ça? Nous avons le contrôle total du détroit. Alors, ils peuvent être nuisibles. Ils peuvent mettre une mine dans l'eau, et les gens n'aiment pas voir leur navire à $1 milliard heurter des mines, vous voyez, etc. Mais nous retirons des millions de barils de pétrole par semaine. Si vous regardez les chiffres que nous réalisons, le détroit est ouvert et les prix du pétrole baissent. Et ils continueront de baisser, à moins que nous décidions de faire quelque chose de bien plus radical que ce que nous faisons. L'Iran est en grande difficulté. Bon, d'abord, le prix du pétrole ne baisse pas, en réalité, cette semaine. Il est même en hausse. Et on verra jusqu'où ça ira, parce qu'il est très doué pour manipuler le prix papier de ce pétrole. Mais comme vous le dites, cela commence réellement à peser sur l'activité économique dans tous les domaines. Pourtant, il semble penser, oui, ce n'est pas un problème. Oui, je crois que c'est une très bonne affaire. Je vais simplement le prendre et le déclarer. C'est notre territoire. Mais bien sûr, ça ne veut rien dire. Ici, ça ne veut littéralement rien dire. Et la partie iranienne, sur laquelle nous allons revenir dans un instant, a un point de vue différent à ce sujet. Mais si c'est ce qu'il croit, Doug, qu'est-ce que cela nous dit sur les chances que cela puisse être résolu d'une manière ou d'une autre dans un avenir proche, sans davantage d'opérations militaires? Vous savez, il est difficile de distinguer les propos et les pensées délirantes d'une croyance. Je ne sais pas dans quelle mesure il y croit vraiment et dans quelle mesure il le dit parce qu'il voudrait que ce soit vrai. Et il pense que, miraculeusement, entre le moment où il le dit et un moment dans l'avenir, cela pourrait devenir réalité. Je ne sais tout simplement pas. Je pense que le monde, si vous considérez Trump comme une radio, je pense que la plus grande partie du monde l'a largement éteint. Personne ne prête autant attention à tout ce qu'il dit. Un ami à moi revient tout juste du nord de l'État de New York, d'où il est originaire. Il a passé beaucoup de temps là-haut, à Utica et plus au nord, jusqu'à la frontière canadienne, à voyager, à voir des amis. Et il m'a dit que là-bas, personne ne s'intéresse, même de loin, à quoi que ce soit concernant le conflit iranien. Il a dit que la plupart d'entre eux n'y prêtent pas vraiment attention. En revanche, ils font attention à la hausse des prix du carburant, au changement du prix des denrées alimentaires. Je pense qu'à un moment donné, il va se heurter à la réalité.
mais pas de la manière qu'il imagine. Il n'y aura pas de transformation magique du golfe Persique en un petit lac que nous appellerions son étang personnel, où tout le monde agirait librement. Je pense que cela prendra la forme d'une hausse des prix et d'une vraie colère, ici dans le pays comme à l'étranger. Vous avez évoqué une véritable colère. Dans le même ordre d'idées, certaines informations sont sorties ces dernières 24 heures environ. La partie iranienne a déclaré travailler avec la partie omanaise pour élaborer, je suppose, une nouvelle carte des itinéraires de sortie des flux. Ils disent que c'est distinct de la question de savoir s'il y aura ou non des péages ou de la réouverture. Mais, en gros, il s'agirait de dire « voilà par où passera le trafic ». Nous faisons beaucoup pression sur Oman pour qu'il n'ait rien à voir avec la partie iranienne, pour qu'il ne conclue aucun type d'accord, et ainsi de suite. À tel point qu'hier, le président Trump a déclaré « je bombarderai l'Iran et Oman jusqu'à les réduire en miettes s'ils ne se poussent pas », ou quelque chose comme ça. Que pensez-vous de son affirmation publique selon laquelle il bombarderait réellement l'un de nos amis dans la région? Eh bien, c'est une forme innovante de politique étrangère qui, je pense, va conduire à la catastrophe. C'est déjà le cas. Et ça ne fera qu'empirer à partir de maintenant. Ce n'est pas que les gens ne le croient pas. Je pense qu'ils sont extrêmement préoccupés par sa capacité à commettre des actes stupides aux conséquences dangereuses. Donc j'en suis sûr, à Oman, le sultan d'Oman est très préoccupé par tout ça. Le problème, c'est qu'il ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'il peut faire, c'est comprendre qu'à un moment donné, nous allons nous effondrer et partir. Mais lui vivra toujours à côté de la Perse ou de l'Iran. Et je pense que c'est ce que la plupart des gens finissent par conclure. Vous savez, nous pouvons venir et repartir. Nous arrivons par la mer, nous repartons par la mer. Nous arrivons par les airs, nous repartons par les airs. Mais cette immense puissance qu'on appelle la Perse et l'Iran, qui a toujours pesé lourd dans cette région, est désormais de fait la principale puissance régionale. Donc, s'il doit subir quelques dégâts dus au bombardement, et au bout du compte, s'entendre à long terme avec son voisin, je pense qu'il va s'entendre à long terme avec son voisin. En attendant, cela ne fera qu'ajouter de l'huile sur le feu contre nous. Les Saoudiens, tous les Émirats, les différents petits États, et de plus en plus Israël, dois-je ajouter, savent tous en privé que nous ne pouvons pas les protéger. Je pense que c'est une prise de conscience très importante. Et même au-delà du fait très douloureux que nous ne pouvons protéger aucun des sultanats, ni même nos propres bases d'ailleurs. Pourquoi? 2 questions. D'abord, pensez-vous que ce ne soit que de la rhétorique, que Trump ne ferait jamais réellement ça? Ou bien est-il possible qu'il puisse bombarder Oman s'ils ne prennent pas la décision, je cite, « correcte » ? Oh, je n'écarterai pas d'emblée tout ce qu'il dit quand il s'agit de recourir à la force. On en a déjà vu largement assez d'éléments. Vous savez, il dit « je vais frapper ceci, cela ou autre chose ». Et au bout du compte, on finit par y venir, et on le fait. Donc je pense que ces menaces doivent être prises très au sérieux. Et à ce stade, qu'est-ce qu'il lui reste vraiment? C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Qu'est-ce qu'il a d'autre dans sa soi-disant boîte à outils? Quelles incitations y a-t-il pour qui que ce soit dans la région à coopérer avec nous, à travailler avec nous pour parvenir à une issue viable, alors que nous avons montré que la seule issue acceptable, comme il le dit lui-même, c'est une reddition abjecte, n'est-ce pas? Vous devez vous rendre à moi. Sinon, il n'y a rien. Ce qui signifie que l'Iran est visé, ou promis, à une destruction totale. Les Iraniens le savent. C'est pourquoi ils ne prêtent aucune attention à ce qu'il dit. Ils font simplement ce qu'ils font depuis des années. Ils se préparent au pire. Et ils continuent de se préparer au pire. Sauf que maintenant, je pense qu'ils vont passer à l'offensive.
On peut en parler un peu, si vous voulez. They're going to take the offensive. We can talk a little bit about that if you want. Yes, I do. But before we get into Oui, that, c'est le cas. Mais avant d'en venir à ça, si jamais cela se produisait et que nous frappions Oman, qui est évidemment un ami des États-Unis depuis des décennies, voire des siècles, une grande partie de cette relation remonte aux années 1800, à la fin du XIXe siècle. Quel effet cela aurait-il sur notre relation avec les autres nations arabes du Golfe? Je pense au Koweït, aux Émirats arabes unis, au Qatar, à l'Arabie saoudite. S'ils voient que nous sommes prêts à les bombarder quand ils ne font pas ce qu'on leur dit, qu'est-ce que cela ferait à notre relation? Est-ce que cela les pousserait à davantage rentrer dans le rang? Ou est-ce que cela les amènerait aussi à vouloir rompre notre relation? them to actually also want to rupture our relationship? Well, if we look at Saudi Arabia, I think they've already figured it Eh bien, si l'on regarde l'Arabie saoudite, je pense qu'ils l'ont déjà compris. Les Saoudiens savent qu'il n'y a pas d'avenir à long terme fondé sur une quelconque amitié. Et puis, vous savez, cette façon de parler d'amis et d'ennemis, les gens ne comprennent pas qu'une grande partie de cela vient de Trump. Trump parle de tout comme si c'était une affaire personnelle pour lui. Oh, je suis l'ami de Mohammed Ben Salman. Je suis très ami avec un tel, et j'ai une excellente relation avec un tel. Tout ça, c'est des conneries. C'est totalement sans importance. Ça n'a jamais voulu dire quoi que ce soit, et ça ne voudra jamais rien dire. Ce qui compte, ce sont les intérêts. Et à l'heure actuelle, l'intérêt de l'Arabie saoudite est probablement de conclure un nouvel accord avec d'autres puissances, capables de lui offrir ce que nous ne pouvons pas lui offrir. Alors, qui sont-elles? Eh bien, vous avez les Turcs et les Pakistanais, deux puissances musulmanes sunnites. Aucune de ces deux puissances n'a beaucoup de pétrole, et toutes deux manquent un peu de liquidité. Qu'est-ce que l'Arabie saoudite a? De l'argent et beaucoup de pétrole. Donc, je pense que les Saoudiens démontrent déjà de façon concluante que de leur point de vue, nous ne sommes pas un partenaire fiable. Je pense aussi qu'ils subissent beaucoup de critiques pour avoir en substance joué les caniches pour Israël. Et c'est terminé. Les Émirats arabes unis adoptent leur propre position sur toutes ces questions. Ils envoient de l'argent et de l'or à l'Iran pour persuader les Iraniens de les laisser tranquilles et de ne pas détruire ce qu'ils possèdent. Le Koweït est désespéré, évidemment, mais le démantèlement du Koweït est déjà à l'ordre du jour. N'oubliez pas que les Iraniens reviennent sur notre guerre, au cours de laquelle nous avons, entre guillemets, libéré le Koweït de l'occupation irakienne. Et selon eux, l'Irak, qui est désormais un allié de l'Iran, devrait de toute façon contrôler le Koweït. Et je pense que c'est ce qui va se produire. Je veux dire, tout cela fait partie de cet immense chaudron en ébullition, rempli de gens profondément mécontents. Nous n'en sommes qu'au début de ce processus. Donc, je pense que vous avez raison. Je pense que le président Trump devient de plus en plus désespéré chaque jour qui passe, et qu'il n'arrive pas à admettre publiquement que sa tentative de prendre le contrôle du Golfe Persique a échoué. Cela ne se produira pas de sitôt. Et malgré tous les discours sur ce qui parvient à passer, l'équivalent d'un seul navire par jour réussit peut-être à se faufiler, si tant est que ce soit le cas. Oui, et je voudrais revenir là-dessus. Vous voyez, Trump pense que tout est ouvert et fonctionne normalement. Comme vous le dites, il n'y a qu'un filet qui passe. Et une grande partie vient, en fait, du côté iranien. Nous affirmons que rien ne passe. Mais apparemment, une partie va vers la Chine. Oui. L'autre sujet qu'il soulève ici, c'est qu'il n'y a aucune discussion en cours. Rien ne se passe, même s'il a dit auparavant que nous étions en quelque sorte en train de négocier. Mais si vous écoutez Jared Kushner, il semble penser que des discussions sont en cours. En ce moment, le président Trump se concentre beaucoup sur la pression économique. Il est très convaincu de l'importance du blocus. Quand on regarde l'économie iranienne, elle est dans une situation bien pire.
Elle allait déjà mal avant la guerre. Elle va bien plus mal aujourd'hui. Mais le président Trump a été très clair sur les raisons pour lesquelles il a pris les mesures qu'il a prises. Il estime que l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Et si l'Iran est disposé à finaliser l'accord dont il discute avec nous, en renonçant à leur capacité de fabriquer une arme nucléaire, alors évidemment, il est prêt à conclure un accord qui pourrait être formidable pour le peuple iranien. C'est une possibilité à laquelle il serait ouvert. Mais pour l'instant, il ne montre aucun intérêt à faire quelque chose qui ait du sens pour nous. Eh bien oui, quelque chose qui ait du sens pour nous. Oui, sans blague. On avait un accord, Doug, appelé le protocole d'accord, qui était censé mener à des négociations pour mettre fin à la guerre, sur toutes sortes de fronts. Et on l'a fait voler en éclats quelques jours après l'avoir signé. Donc qu'on leur parle ou non, qu'il y ait des intermédiaires ou pas, il n'y a rien, aucune raison, aucune logique qui leur donnerait envie d'accepter quoi que ce soit maintenant. Alors, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on s'embarrasse même de cette fiction selon laquelle on parle à qui que ce soit? Et si on ne va pas retourner à la guerre pour régler ça, ce qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas les moyens ni les capacités défensives, eux, ils ont la capacité de résister. Où est-ce que ça mène du point de vue de Trump? Eh bien, je pense qu'il est très important d'écouter Jared Kushner. Jared Kushner est en quelque sorte un agent double. D'un côté, il est l'intermédiaire personnel de M. Netanyahou auprès du président Trump et de fait du gouvernement des États-Unis. Donc, quoi qu'il dise, il faut le prendre au sérieux, parce que vous entendez les préférences et même, je dirais, les exigences de M. Netanyahou. C'est comme lorsqu'il faut écouter quelqu'un comme Ben Gvir, qui est l'équivalent du directeur du FBI en Israël, et prendre très au sérieux ce qu'il dit. Il a fait des déclarations disant en substance qu'il faudrait tuer chaque nuit 40 ou 50 habitants de Gaza, ou quelque chose comme ça, parce que ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des êtres humains. Il faudrait simplement continuer, jour après jour après jour. Encore une fois, il faut le prendre au sérieux, parce qu'il parle au nom de M. Netanyahou sur le plan intérieur. Et cela a aussi des implications internationales. Mais il y a autre chose. Kushner a un accès absolument sans précédent au président des États-Unis. Et je pense que c'est plus qu'un simple accès. Je pense que franchement, il exerce une influence énorme sur le président et par conséquent sur les États-Unis. Il décide de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Donc, j'ai une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Si vous suivez son raisonnement jusqu'à la conclusion inévitable dont nous parlons, vous avez une reprise du conflit avec l'Iran. Entre-temps, vous avez ce blocus naval. Et on se demande ce que fait ce blocus naval, sinon rendre le monde misérable, parce que comme vous venez de le souligner, oui, un navire sort à peu près chaque jour. Il est généralement rempli de pétrole jusqu'à ras-bord, et il part en Chine. S'il ne va pas en Chine, il va en Inde. Au final, les Coréens et les Japonais en ont désespérément besoin, alors eux aussi essaient de s'en procurer. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Ce que nous essayons de faire, c'est de remplir les obligations personnelles de M. Trump envers le Grand Israël. Voilà où nous en sommes. Et donc, je ne vois pas comment on peut obtenir le Grand Israël, qui, à mon avis, est de toute façon une autre illusion. Mais je ne vois pas comment on peut l'obtenir sans remettre les forces armées des États-Unis dans le combat contre l'Iran. Non pas que cela garantisse le succès, mais c'est le mieux que l'État israélien et ses agents ici, aux États-Unis, comme Kushner, puissent espérer. Eh bien, je vais vous dire qui écoute Kushner. Le camp iranien. Il écoute aussi Trump quand il parle de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, quand il évoque par le passé l'anéantissement de leur civilisation. Ils y ont prêté beaucoup d'attention. Et je crois que c'était en fait plus tôt dans la journée. Ghalibaf est passé à la télévision iranienne et a dit « Oui,
au sujet de la libération dans le détroit d'Ormuz. About the release in the Strait of Hormuz. And let me make it clear. Et que ce soit clair, tant que l'Amérique n'aura pas respecté ses engagements au titre du protocole d'accord, notamment en levant le blocage de la libération des avoirs gelés, en levant les sanctions pétrolières, en mettant fin aux menaces et aux opérations militaires sur tous les fronts, ainsi qu'aux autres conditions auxquelles l'Amérique a souscrit, le détroit ne sera pas rouvert. The strait will not be reopened. So now he's saying, look, what the deal that we had. Donc maintenant, il dit, écoutez, l'accord qu'on avait le 17 juin sur 2 ou 3 choses qui devaient être réglées d'emblée, mais avec l'ouverture du détroit en premier, ils disent maintenant que ça, c'est hors de question. Donc si vous voulez un règlement diplomatique, vous devez nous débloquer les fonds, vous devez lever les sanctions, vous devez mettre fin à la guerre au Liban, ce qui, de leur point de vue, signifie qu'Israël se retire. Et ensuite, vous devez lever complètement votre blocus et retirer toutes vos troupes. Ce que bien sûr Trump ne fera jamais, aucune de ces choses. Donc, j'imagine que la question est évidente. Mais où est-ce que ça nous laisse? I mean, that's an obvious question, I suppose, but where does that leave us? Well, I think it's important to understand that having Eh bien, je pense qu'il est important de comprendre qu'en ayant éliminé la première génération de dirigeants dès le début de la campagne, nous avons maintenant des responsables qui sont infiniment plus déterminés. Non pas que le groupe précédent ne l'était pas, mais désormais, leur point de vue, c'est qu'il ne sert à rien de parler à Trump ou à qui que ce soit d'autre à Washington. En fait, à Téhéran, ils en concluent qu'on pourrait tout aussi bien ouvrir des discussions directes avec Netanyahou, puisque c'est lui qui, au bout du compte, contrôle la situation. Et de toute évidence, cela ne va pas arriver. Donc, pour revenir à votre question initiale, dans quelle direction allons-nous? Nous sommes sur une trajectoire de collision. Une trajectoire de collision avec la réalité, qui impose davantage de guerre. À un moment donné, tout s'effondre, parce que nous ne pouvons pas maintenir cela indéfiniment. Nous avons déjà vu des problèmes au sein de la marine. Maintenant, quelle est la gravité de la situation? Combien de problèmes ils ont eu à bord du navire? Tout cela relève de la spéculation. On ne peut pas le savoir sans être sur place. Et il existe différents rapports qui se contredisent. Mais on ne peut pas s'imaginer que si vous gardez des gens en mer pendant presque... Combien déjà? 10 mois, 290 jours, ils vont être malheureux. Oh là là, quelle surprise. Mais il se passe autre chose. Et cela rejoint votre remarque. Que pouvons-nous faire? Nous avons de sérieux problèmes logistiques. Vous vous souviendrez que, lorsque toute cette affaire a commencé, l'un des points de notre discussion était que l'Iran combat sur son propre pas de porte, un peu comme la Russie combat sur son propre pas de porte. C'est donc un avantage énorme que nous n'avons pas. Nous devons tout acheminer sur 6000 milles. Et nous avons très peu de ports dans la région qui nous soient réellement ouverts pendant une durée quelconque, parce que nous ne sommes pas particulièrement populaires. On nous considère comme le problème, comme la cause de la guerre. Or, si vous n'avez pas beaucoup de ports où aller, vous vous tournez vers le ravitaillement naval. Eh bien, le ravitaillement naval a changé au fil des décennies. Nous avons réduit le nombre de navires. En fait, je ne sais même pas si nous en avons encore aujourd'hui, qui soient armés par des marins de la Navy et qui réapprovisionnent les navires. Avant, nous avions une flotte de bâtiments commerciaux qui se rendait jusqu'à un certain point. Ensuite, des navires de ravitaillement de l'US Navy, qui étaient eux armés, prenaient le relais et achevaient le processus de livraison. Nous ne faisons plus cela aujourd'hui, et la situation est bien plus problématique et dangereuse. Et enfin, nous n'avons ni la profondeur ni la puissance nécessaires. Vous savez, quand nous opérions dans les années 60, 70, 80, et même au début des années 90, nous avions encore largement plus de 300, 400 navires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je crois que le dernier décompte était de 189 navires
dans la marine active ou régulière. Je ne sais pas ce que nous avons au-delà de cela en matière de soutien, mais ce n'est plus que l'ombre de ce que c'était. Nous sommes donc dans une position très difficile. Sinon, il n'y aurait pas en ce moment autant d'efforts en coulisses pour préparer chaque B-52, chaque B-1, chaque B-2 à des opérations contre l'Iran, parce qu'ils peuvent parcourir ces immenses distances. C'est aussi pour cela que nous avons envoyé toujours plus de moyens de ravitaillement en vol dans la région. Nous faisons tourner tout cela, je ne veux pas dire avec 3 fois rien, mais disons que sur le plan logistique, tout repose sur des bases très fragiles. On a very fragile basis logistically. And even on top of the logistics, I mean, Et même au-delà de la logistique, la question se pose, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vais revenir sur certaines déclarations parues dans des médias occidentaux, ainsi que sur d'autres déclarations venues de Téhéran, qui indiquent que nous sommes sur le point de découvrir ce que nous pouvons faire sur le plan militaire. Mais regardons ce que le président Trump a dit, je crois que c'était hier ou avant-hier, en répondant à une question sur les stocks de munitions. Les JASSM, les Tomahawk, les PRSM et d'autres systèmes, comme les attaques EMS par exemple. Il a dit, vous savez quoi? Oui, nous n'en avons pas autant que nous le voudrions. Mais ce que nous avons utilisé jusqu'ici, c'est une goutte d'eau. Nous avons toutes les munitions dont nous aurons jamais besoin pour y retourner et faire tout ce que nous devons faire. Ce n'est pas vrai? Eh bien, on peut pratiquer le bombardement en tapis. Ça veut dire que chaque B-52, par exemple, envoyé au-dessus de la zone cible, emporte 90 bombes de 500 livres. On peut les faire voler en formation. On ne frappera pas avec une grande précision, mais tout ce qui se trouve sous ces bombes qui tombent finira par être détruit. Est-ce qu'on l'a déjà fait? Oui, bien sûr. On l'a fait au Vietnam. Et est-ce que ça a marché? On appelle parfois ça des frappes Arc-Light, ces frappes massives de B-52 qui arrivent. On a commencé à s'engager dans cette voie pendant la Seconde Guerre mondiale. En Normandie, pendant des jours, des centaines d'avions ont survolé une zone très réduite et largué des milliers de tonnes de ces bombes. Elles ont ouvert la ligne de défense allemande suffisamment longtemps pour que nous puissions la traverser en grand nombre. Qu'allons-nous faire de ça en Iran? Je veux dire, à peu près la seule chose qu'on puisse faire avec certitude, c'est frapper des villes. Alors on en revient à faire ce qu'on a fait aux Allemands et aux Japonais. Je ne connais pas beaucoup de gens qui soient totalement convaincus que ça a permis de gagner la guerre. Ça n'a certainement pas gagné la guerre contre l'Allemagne, mais ça a bel et bien ouvert la voie à l'avancée des armées soviétiques en Europe centrale. Ça oui. Quand on regarde le Japon, nous avons certes tué un grand nombre de personnes, mais avec le recul, nous pensons que l'offensive sous-marine, qui a isolé les îles principales du Japon, a réduit tout le monde à manger des rats. Donc je ne suis pas un grand partisan de l'idée d'aller bombarder massivement des villes iraniennes en pensant que ça va aider. Je ne pense pas que ce soit le cas. Alors, on passe à l'étape suivante. Bon, si ce n'est pas la réponse, pourquoi ne pas faire le truc d'Elbridge-Colby? Elbridge-Colby traîne dans Washington depuis un bon moment. En plus de prêcher la guerre contre la Chine, il aime aussi parler d'armes nucléaires tactiques. Et on en a déjà parlé. Moi, je suis d'accord avec Colin Powell quand il était président des chefs d'état-major interarmés. Il disait « Oh oui, vous savez, si nous utilisons 1 ou 2 armes nucléaires tactiques, c'était dans les années 90. Oh, je suis sûr que les Soviétiques se diront « Oh, ce n'est qu'une petite bombe nucléaire. Pas besoin de trop s'en inquiéter. » Et évidemment, le point était clair. Quoi, vous êtes stupide? Si vous utilisez une arme nucléaire tactique, cela incite la partie adverse à employer tous les moyens dont elle dispose. Or, je ne sais pas ce que les Iraniens ont. Je n'en ai aucune idée. Mais cela soulève aussi la question suivante. Selon l'ampleur des dégâts que vous causez,
Est-ce que cela déclenche ce dont tout le monde parle, le scénario d'août 1914, où la Chine et la Russie entrent soudain toutes deux dans la mêlée? Cela pourrait arriver. J'espère que non. Je ne pense pas qu'ils le souhaitent. Je ne vois aucun élément indiquant que ce soit leur préférence. Mais je ne pense pas non plus qu'ils vont rester les bras croisés et nous laisser complètement anéantir ou incinérer l'Iran. J'aimerais pouvoir vous donner une meilleure réponse, mais c'est le mieux que je puisse faire. Eh bien, malheureusement, on est peut-être sur le point de passer du domaine hypothétique et théorique à une situation où non, il faut prendre une décision très vite. Laissez-moi vous montrer quelques éléments qui ont fait l'actualité. Hier, je crois que c'était Reuters qui rapportait. L'Iran menace de lancer de nouvelles opérations offensives, tandis que les États-Unis excluent de prolonger l'accord de cessez-le-feu. L'Iran va adopter une posture militaire entièrement offensive, parce que les efforts pour négocier une fin permanente de la guerre avec les États-Unis sont au point mort, a déclaré lundi à Reuters un haut responsable iranien, alors que Washington a exclu de prolonger un cessez-le-feu temporaire. Donc, à l'heure actuelle, même le protocole d'accord lui-même, sa période de validité a expiré, semble-t-il. Eh bien, ceci aussi date d'hier, dans la lettre d'Ormuz. Ils affirment que selon leurs sources, l'Iran va donner ou a déjà donné aux États-Unis un ultimatum de 3 à 4 semaines pour satisfaire toutes ces exigences. Sinon, il intensifiera fortement la situation dans le détroit d'Ormuz. C'est dans les éléments que vous voyez écrits là. C'est ce qu'a dit Ghalibaf aujourd'hui. Donc, ça donne un certain crédit à cette information. Et puis, nous avons aussi ceci dans le Wall Street Journal. Je crois que c'était également hier. Ils disent qu'après que le président a signé le protocole d'accord avec l'Iran à la mi-juin, des responsables de l'administration se sont déployés pour obtenir du soutien en faveur d'un accord qui, espérait-il, rouvrirait le détroit d'Ormuz et mettrait fin à la guerre. Mais les dirigeants les plus durs du régime iranien se sont réunis à Téhéran et ont élaboré un plan différent. Selon des responsables arabes iraniens, à leurs yeux, le pacte n'était probablement qu'une tentative des États-Unis et d'Israël pour soulager, pour le moment, la pression sur l'économie mondiale et gagner du temps avant une attaque plus importante prévue plus tard. Au lieu de faire confiance aux négociations, ils ont mis les 2 derniers mois à profit pour se préparer à un affrontement plus vaste. Eux, en l'occurrence, c'est l'Iran. Ils disent donc, je pense que le protocole d'accord n'était qu'une tentative pour faire sortir un peu de pétrole, alléger la pression sur le prix du pétrole, puis se préparer à une frappe plus importante. C'est ce qu'ils croient. Et je l'ai confirmé auprès d'une source que j'ai à Téhéran. C'est bien ce qu'ils pensent. Ce qui implique qu'ils pourraient très bien lancer le prochain cycle plutôt que d'attendre d'être frappés. Qu'en pensez-vous? Cela renvoie au point que nous évoquions tout à l'heure, au sujet des dirigeants à Téhéran. Ce sont des personnes radicalement différentes de celles qui étaient aux commandes il y a seulement 90 ou 180 jours. Elles ne se font aucune illusion, et elles voient de nombreux éléments montrant que nous continuons à acheminer des armes, du matériel et des fournitures dans la région. Elles voient un porte-avions partir, puis un autre arriver. Alors, qu'est-ce qu'elles sont censées en conclure? Elles concluent exactement ce que vous venez de décrire. La question suivante est donc la suivante. Si elles adoptent une posture offensive, à quoi cela ressemblerait-il? Eh bien, une chose qu'elles ont rendue parfaitement claire, c'est qu'elles sont tout à fait prêtes à détruire l'ensemble des infrastructures pétrolières, ainsi que les différentes usines de dessalement situées sur la rive ouest du golfe Persique. Ce serait catastrophique. Ce serait la fin de l'Arabie saoudite et franchement, de la plus grande partie de la population qui y vit. Je crois qu'on disait qu'il y avait entre 40 et 60 millions de personnes, quelque chose comme ça,
depuis l'Irak jusqu'à la frontière des Émirats arabes unis avec l'Arabie saoudite. Mais cela ne semble plus être le cas aujourd'hui. Je ne sais pas quels sont les chiffres réels maintenant. Mais un grand nombre de personnes ont très sagement quitté la région. Donc en ce sens, il y aurait sans doute moins de pertes humaines. Mais malgré tout, c'est une chose qu'ils pourraient faire. L'autre question, à laquelle nous ne pouvons pas répondre facilement, c'est jusqu'où peuvent-ils nous atteindre en mer? La marine américaine et ceux qui la dirigent comprennent ces limites, et ils ont été prudents. Ils ont éloigné leurs moyens beaucoup plus loin des côtes qu'ils ne l'avaient fait depuis longtemps. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ces grands navires de guerre. Ils ne sont pas faciles à remplacer. On vient justement d'en parler. Vous avez quoi? Moins de 189 navires maintenant. Et sur ce total, qu'est-ce que c'est? Un tiers ou davantage est effectivement affecté à cette opération dans le Golfe Persique et l'océan Indien. Nous n'avons plus 300 ou 400 navires. Donc il est peu probable que nous prenions beaucoup de risques à cet égard. Mais les Iraniens peuvent-ils avoir un impact? Peuvent-ils nous atteindre? Je pense que l'une des attaques visant Diego Garcia a montré qu'il travaillait sur cette capacité. Donc, je ne pense pas que ce soit impossible. Et j'imagine qu'on pourrait regarder au-delà du Moyen-Orient. Il y a d'autres régions d'où nous pourrions être frappés, touchés, lésés et blessés. Je ne pense pas qu'ils viendront sur le territoire continental des États-Unis. Mais, compte tenu de la situation au Mexique et du chaos qui y règne, cela a toujours été notre talon d'Achille stratégique. Il ne serait pas très difficile de s'organiser. Le crime et le terrorisme vont de pair. Ils pourraient faire des choses au Mexique qui nous nuiraient dans le sud-ouest. Nous ne savons pas. Et je n'ai accès à aucun des renseignements sensibles qui nous donneraient une vision réelle de cela. Vous savez, le président Trump dit souvent que nous disposons littéralement de quantités illimitées de munitions, et ainsi de suite, pour faire face à cela. Nous aimons aussi être ceux qui prennent toutes les initiatives. Nous décidons quand quelque chose va se produire. Nous décidons de l'ampleur que cela va prendre, et ainsi de suite. Mais que se passe-t-il si l'Iran décide de prendre l'initiative, et que cette fois, nous devons réagir? Il y a quelques jours, le vice-président Vance parlait des outils dont, selon lui, nous disposons. Les outils qu'il mentionne ici sont-ils suffisants pour répondre à quelque chose si la partie iranienne fait le prochain mouvement? Les Iraniens prennent parfois des engagements qu'ils ne respectent pas. Ils concluent un accord. Ils ne respectent pas cet accord. Et je comprends ce que vous dites sur le caractère changeant de tout cela. Mais je pense que cela montre surtout que nous disposons de nombreux moyens pour les contraindre à agir. Parfois, nous nous concentrons sur la question énergétique, parce que nous voulons que les Américains puissent payer le prix du pétrole et du gaz. Parfois, évidemment, nous nous concentrons sur l'aspect militaire. Parfois, nous nous concentrons sur le programme nucléaire. Donc, je pense que ce qui se passe réellement, c'est que vous voyez un président des États-Unis au sommet de son autorité, avec de nombreux moyens à sa disposition. A-t-il beaucoup de leviers? Enfin, de quels leviers disposons-nous pour réagir à ça? Si l'Iran frappe effectivement cette liste de cibles dont vous parliez, de quels moyens disposons-nous pour réagir? Eh bien, je sais que nous conservons environ 32% des profits sur tout le pétrole vendu et provenant du Venezuela, ce qui représente un pourcentage très élevé. C'est même supérieur aux réparations que nous avions exigées que les Allemands paient après la Première Guerre mondiale. À l'époque, nous et les Alliés prélevions 13% sur tout ce que les Allemands exportaient. C'est donc une comparaison assez intéressante. 13% après la Première Guerre mondiale et 32% aujourd'hui. L'argument, c'était que cet argent servait à payer l'opération initiale
qui a permis de capturer Maduro et sa femme. Mais évidemment, ça va bien au-delà. Je ne sais pas de quelle mesure il parle. Si l'on parle de davantage de sanctions, de davantage d'intimidation, de plus de pression dans ce domaine, je ne pense pas que ces choses puissent produire l'effet recherché. Je pense que quoi qu'il arrive dans ce domaine, ce sera soit ignoré d'un haussement d'épaule, soit mis en échec. Et ce sera mis en échec avec l'aide d'autres pays qui s'alignent de plus en plus sur l'Iran. Et c'est l'une des choses dont, à mon avis, nous ne prenons pas conscience. Nous commençons à voir l'armement progressif, la militarisation progressive de ce que j'appellerais l'alliance des BRICS. Au départ, ce n'était qu'une immense union commerciale. Autrement dit, une initiative visant à construire une alternative à notre système financier que nous exploitons et utilisons pour intimider les gens afin de les amener à faire ce que nous voulons. Comment s'en affranchir? Eh bien, on le quitte et on opère entièrement dans ce nouveau système financier centré sur la Chine qui émerge autour des BRICS. Donc je pense que ces choses sont en train de se mettre en place. Et certains appellent ça la dédollarisation. Je pense que c'est en cours. Ce que je veux dire, c'est que nous nous sommes infligés énormément de dégâts. Je ne vois aucun élément qui montre que quoi que nous fassions à ce stade contre l'Iran puisse être bénéfique pour les États-Unis, pour le peuple américain et pour nos intérêts stratégiques à long terme. Mais, vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de stratégie à long terme. Je ne pense pas que nous en ayons jamais eu. La seule que nous puissions citer ces dernières années, c'est évidemment l'endiguement au cours des dernières décennies, et ça a été abandonné. Donc c'est une opération très court-termiste, avec des intérêts à très court terme, l'intérêt d'anéantir l'Iran, de les faire se rendre, si vous voulez, à Donald Trump. Bon courage. Permettez-moi de vous poser une question difficile. Encore une fois, si l'Iran prend l'initiative et déclenche une série d'événements qui provoquent une riposte des États-Unis, avec une contre-attaque, il considérera cela, je suppose, comme le moment où l'on retire les gants, et il frappera toutes les cibles que vous avez mentionnées. Et ça va, je ne pense pas que ça puisse avoir un autre effet. Provoquer un impact économique catastrophique, une récession majeure, peut-être même une dépression aux États-Unis, ce qui nous causerait énormément de problèmes dans le monde entier. Quelle est la possibilité, ou peut-être les implications, ce serait une meilleure façon de le dire, que l'Iran fasse le calcul suivant. Écoutez, nous pouvons déclencher la prochaine étape, qui entraînera forcément une réponse. Ils frapperont nos infrastructures pétrolières, ils frapperont notre secteur énergétique, et ce sera très, très douloureux, avec des réparations qui prendront beaucoup de temps. Mais cela pourrait, au bout du compte, entraîner la défaite des États-Unis, et nos objectifs à long terme pourraient être atteints. Est-ce un calcul qu'ils pourraient faire de manière rationnelle? Je pense que oui. Et je pense que vous parlez de dégâts causés à la région du Golfe Persique et à ses infrastructures, dont le rétablissement nécessiterait au moins 10 ans. On parle donc, de façon certaine, d'une dépression à l'échelle mondiale. Et je pense qu'à ce stade, nous sommes aussi bien engagés dans cette direction. L'une des choses assez intéressantes, c'est d'observer Scott Bessent. Il est très sensible au marché obligataire. Nous sommes maintenant largement au-dessus de 5% sur les obligations à 30 ans. Cette dernière vente d'obligations nous a coûté énormément cher. Nous avons de très gros problèmes financiers. Et Scott Bessent utilise tous les artifices et toutes les illusions imaginables dont il dispose pour en quelque sorte repousser l'effondrement financier inévitable qui, selon moi, arrive. J'ai toujours considéré, parce que j'ai une grande confiance dans ce que disent Jeffrey Gundlach, Luke Gromen et d'autres, cette barre des 5% sur l'obligation à 10 ans. Et tout le monde le dit très clairement. Si vous franchissez ce seuil et que le rendement des obligations à 10 ans dépasse 5%,
vous entrez en territoire inconnu. Et cela pourrait être catastrophique pour nous. Oui, c'est la fin du système du pétrodollar. Et je pense que franchement, à ce stade, il est déjà mort de toute façon. Ce système ne faisait que recycler les dollars du Golfe Persique vers les États-Unis. C'est terminé. Vous ne trouvez plus personne qui veuille investir dans notre dette. Nous avons en quelque sorte repoussé l'effondrement au Japon, mais ce faisant, nous avons nui à l'euro parce que nous avons utilisé l'euro. Bien sûr, comme l'a dit un banquier en Europe l'autre jour, qui essayons-nous de tromper? L'euro et le dollar, c'est la même chose. Tout est en dollars. J'ai répondu, « Ah d'accord. » Je pense que financièrement, nous sommes actuellement dans une situation très fragile. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Je ne sais pas lequel des deux cédera en premier dent. Est-ce que ça craque d'abord ici, chez nous, sur le plan financier, ou est-ce que ça explose dans le Golfe, puis que ça finit par craquer ici, sur le plan financier? Je ne sais pas. Oui, mais c'est peut-être simplement une question d'ordre des événements, pas de savoir si cela arrivera ou non. Si cela se produit, remettons un peu les choses dans le contexte du monde vers lequel on se dirige. Selon toute vraisemblance, il va y avoir une véritable déroute en novembre. Nous sommes maintenant à moins de 90 jours de cette échéance, et il est probable que le prochain congrès, qui prendra ses fonctions le 3 janvier de l'année prochaine, soit très largement démocrate. Il est même possible que le Sénat bascule lui aussi du côté démocrate. J'ai entendu certaines personnes ici, à Washington, affirmer savoir que les démocrates ont déjà un plan cohérent. Enchaîner enquête sur enquête, probablement des audiences de destitution, peu importe, afin de paralyser complètement le président Trump et les républicains pendant les 2 prochaines années, jusqu'en 2028. Apparemment, c'est leur plan. Alors quand vous avez ce dysfonctionnement politique qui va maintenir le président Trump sur la défensive en permanence, et qu'en même temps, si cela redevient un conflit ouvert et que nous subissons de fortes tensions économiques, quelles inquiétudes avez-vous quant à la viabilité et à la stabilité des États-Unis sur le plan intérieur? On estime que la structure de pouvoir sioniste juive aux États-Unis a dépensé 37 millions de dollars pour chasser Thomas Massie de ses fonctions. Alors, combien cela leur coûtera-t-il de conserver le contrôle d'un nombre suffisant de sièges à la Chambre et au Sénat pour empêcher la destitution de Donald Trump? Je ne sais pas. Mais s'il faut 37 millions de dollars pour chasser un seul élu et qu'ils ont beaucoup d'argent, je veux dire, il y a des réserves d'argent qu'ils accumulent depuis longtemps. Et je parle de cette structure de pouvoir sioniste juive, avec des centaines de millions de dollars qui pourraient être mobilisés pour empêcher la destitution de Donald Trump, afin qu'il conserve le contrôle du gouvernement des États-Unis. À ce stade, ils l'ont déjà, ce contrôle, parce que nous savons que 80% de la Chambre et du Sénat sont de fait payés par le lobby pour faire ce qu'il veut. C'est un fait. Il suffit de regarder les sommes d'argent qui y entrent. Et c'est incroyable. Parfois, ce sont des montants énormes, et parfois, pas tant que ça. Mais les élus sont tellement avides d'argent et tellement désespérés à l'idée de rester en fonction qu'ils feront presque n'importe quoi pour garder leur siège. Donc, je suppose que cette élection ne va probablement pas bien se passer pour Trump en particulier. Mais la vraie question c'est, est-ce que ce lobby peut conserver le contrôle? Je pense qu'il a une chance d'y parvenir. Je ne l'écarterai pas encore. Évidemment, cela pourrait changer si le système financier s'effondre d'ici novembre. Et ce n'est pas impossible. Je veux dire, si vous écoutez Ray Dalio et d'autres, ils vous diront que cela pourrait très facilement arriver. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal.
On ne peut pas savoir avec précision quand ce genre de choses se produit, mais ça pourrait arriver. Maintenant, quand vous parlez de tranquillité intérieure, rappelez-vous qu'il y a actuellement plus de 50 millions de personnes aux États-Unis qui ne sont pas nées ici. Combien sont en situation irrégulière? Combien sont en situation régulière? Je ne connais pas la répartition exacte, mais normalement, les chiffres que vous donne le gouvernement fédéral, selon l'administration, sont des mensonges. Ils ne sont pas vrais. Donc je pense qu'il y a des dizaines de millions d'immigrés en situation irrégulière dans le pays. Que feront la plupart d'entre eux? Et je pense que cela dépend. Cela dépend aussi des personnes qui ont la citoyenneté américaine. Mais franchement, elles ne sont américaines que de nom. Je veux dire, ils restent là et disent « Je suis américain ». D'accord, qu'est-ce qui fait de vous un Américain? Eh bien, j'ai la citoyenneté. Bon, du popcorn, des bonbons, la citoyenneté. Faites votre choix. Franchement, ce n'est pas si difficile à obtenir. Pas pour quelqu'un qui a de l'argent ou de l'influence. C'est plus difficile pour quelqu'un qui n'a ni l'un ni l'autre. Et beaucoup de gens ont travaillé très dur pour obtenir cette citoyenneté, ce qui explique en partie pourquoi ils sont en colère contre l'immigration illégale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas comment de nombreux groupes vont réagir. Certains groupes peuvent retourner là d'où ils viennent, au moins jusqu'à ce que les choses se calment ici. D'autres groupes n'ont rien où retourner. Et puis, il y a la question de l'état de droit. Où en sommes-nous là-dessus aujourd'hui? Combien de policiers ont quitté leurs fonctions parce qu'ils ont peur de faire leur travail? Ils ont peur que s'ils font leur travail, ils se retrouvent devant un juge. Et ce juge va les accabler, puis finir par les crucifier et les mettre en prison, alors qu'ils n'ont fait que leur travail. Comment régler ces problèmes? Souvenez-vous, si on remonte à 2016, c'est pour faire ces choses-là que Donald Trump a été élu. Ça ne s'est pas très bien passé pour lui, parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait durant son premier mandat. Puis il y a eu l'espoir que s'il obtenait un second mandat, ou dans ce cas, le mandat qui vient après Biden, il aurait peut-être appris quelque chose et ferait certaines choses correctement. Cette fois-ci, on a découvert qu'il n'est même pas aux commandes. Il ne gouverne pas. C'est le lobby qui gouverne. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je pense qu'on peut aller de la désintégration sociale, pure et simple, d'une désintégration de la société qui vire au chaos, à des troubles modérés dans toutes les grandes villes du pays. Parce que c'est dans les villes que se concentrent deux types de population. Des gens aux très hauts revenus, pas très nombreux, mais beaucoup quand même, et, à l'autre extrémité, un grand nombre de personnes qui n'ont rien. Et si elles ne peuvent pas obtenir ce dont elles ont besoin pour survivre, alors qu'elles n'ont déjà rien, elles ont tendance à agir sans retenue. Je ne peux donc pas entrer davantage dans les détails, mais je pense qu'il faut accepter le fait que rien de tout cela n'est une bonne nouvelle. Et ça vous amène à vous demander à quel point tous les gens de Washington sont complètement déconnectés. Chaque fois que je vais là-bas et que je parle avec eux, j'ai l'impression qu'ils vivent quelque part dans les années 60 ou à la fin des années 80, au début des années 90. Ils ne vivent en 90. Ils ne vivent pas dans l'Amérique d'aujourd'hui. Oui, c'est l'une des choses qui m'inquiète, précisément ça, parce que c'est une inconnue. Mais il est presque certain que ce sera mauvais si nous nous engageons sur cette voie. Et c'est visiblement la direction que nous prenons. Et pendant le temps qu'il me reste avec vous, je voudrais passer à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce que la situation continue d'évoluer là-bas, et ce n'est pas bon pour l'Ukraine. Je crois que nous avions dit, lors de votre dernière intervention, que l'Ukraine n'a désormais pratiquement plus de missiles intercepteurs, même s'ils n'étaient pas très efficaces, y compris lorsqu'ils fonctionnaient tous. Maintenant, ils n'en ont même plus du tout pour fonctionner.
ce qui veut dire que le ciel est complètement ouvert à tout ce que la Russie veut faire. Mais comme vous l'évoquiez, avant que nous entrions à l'antenne, il y a aussi une autre évolution du côté russe qui pourrait avoir des conséquences sur la suite. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur cette remarque concernant Gerasimov, leur chef d'état-major général. Il arrive au terme, je crois, d'un mandat qui avait déjà été prolongé. Selon la loi russe, il ne pourra pas continuer. Pourrait-il le remplacer par quelqu'un qui aurait un état d'esprit différent? Eh bien, avant de quitter complètement la zone de guerre, il faut comprendre que, très récemment, les Ukrainiens ont lancé avec succès environ 800 systèmes sans pilote, des drones fournis par les Britanniques. Les Britanniques y ont intégré de nouveaux moteurs qui leur donnaient une plus grande portée, ainsi qu'un peu plus de vitesse, ce qui les rendait plus difficiles à abattre. On parle donc, en substance, de missiles de croisière qui volent à environ 6 mètres au-dessus de la cime des arbres. Ils vont très vite. Ils sont arrivés en grand nombre. Ils ont frappé des cibles à Moscou, ainsi qu'à Volgograd. J'ai oublié la troisième ville, mais le fait est qu'ils ont causé beaucoup de dégâts. Alors, est-ce que ces dégâts vont stopper la Russie nette? Non. Est-ce que cela va rendre la vie plus difficile aux Russes moyens? Pas vraiment. Mais c'était un événement très préoccupant, parce qu'on parle d'un grand nombre de ces armes qui ont pénétré les défenses aériennes, tout simplement parce que les radars ne pouvaient pas les détecter. Et quand ils les détectaient, il était trop tard. Elles étaient déjà passées. Mais n'oubliez pas que ces armes venaient en grande partie de Grande-Bretagne. Et cela nous ramène à l'autre question dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Combien de temps encore les Russes vont-ils attendre avant d'agir directement contre les Britanniques et d'autres États de l'OTAN qui fournissent activement ce matériel aux Ukrainiens? N'oubliez pas, cela ne va pas changer l'issue de la guerre. L'Ukraine est en train de perdre. Elle va continuer à perdre. Elle sera dévastée. En fait, de plus en plus nombreux sont ceux d'entre nous qui regardent cela, ainsi que les quelques personnes qui restent en Ukraine. Moins de la moitié de celles qui s'y trouvaient au début, et qui se demandent s'il y aura encore seulement une Ukraine sur la carte. C'est un autre sujet, mais je pense qu'il faut en tenir compte. Sur le terrain, on constate des avancées spectaculaires vers Zaporizhia. On voit le pont de Zaporizhia, qui, me dit-on, est toujours structurellement solide, mais a été au moins partiellement détruit. Ce n'est pas que cela change énormément de choses, parce que s'il y a bien quelqu'un capable de jeter rapidement et efficacement des ponts sur le Dniepr, ce sont les Russes. Et je pense qu'ils peuvent le faire. Donc, je ne pense pas qu'ils dépendent tant que ça de ce pont, même si c'est un très beau pont et qu'il peut supporter beaucoup de poids. Mais je pense que ce que nous voyons, c'est que le mouvement vers Odessa est bien réel et qu'il a commencé. Odessa a été coupée du reste. Elle est bloquée depuis la mer. Ce n'est plus l'artère de soutien et de ravitaillement des Ukrainiens. Et les Russes ont effectivement envoyé des Spetsnaz et en sont ressortis avec beaucoup de prisonniers, dont certains seraient, m'a-t-on dit, des officiers de l'OTAN. Nous n'admettons rien de tout cela et nous ne confirmerons rien de tout cela, mais je pense que c'est bien ce qui se passe. Donc, selon moi, nous sommes au début de la fin pour Odessa et nous assistons à des mouvements spectaculaires dans le sud. Je sais que les Russes sont aux abords de Kharkov. Quant au moment où ils décideront d'y aller, personne ne peut le dire. Et puis là encore, on me dit qu'il y a désormais jusqu'à 20 000 soldats nord-coréens, voire davantage, en Biélorussie, au nord de Kiev, avec 90 000 à 100 000 autres soldats russes et biélorusses. Ils pourraient être envoyés vers le sud, en direction de Kiev, avec très peu de préavis. Si je dis tout cela, c'est parce qu'une chose est très claire. Les Russes disposent de toutes les armes
de toutes les capacités et je dirais de toutes les troupes dont ils ont besoin pour mettre fin à cette guerre. Or, ils se sont inquiétés et continuent de s'inquiéter d'une guerre avec l'Europe. Je veux dire, quand on se rend là-bas, tous ceux à qui je parle et qui reviennent de Russie disent la même chose. Là-bas, tout le monde pense qu'il faut se préparer à une guerre avec l'Europe et l'OTAN. Ils ne nous voient pas comme faisant partie de ça. Il y a toujours cette perception que les Américains n'en feront pas partie, qu'il ne s'agit que d'une menace européenne. Eh bien, Don, si c'est vrai, alors il n'y a pas de menace. Et c'est ce que tout le monde essaye sans cesse de leur dire. Peut-être que le président Poutine commence enfin à le comprendre. La menace qui l'inquiétait n'existe pas vraiment sur le plan militaire. Et puis bien sûr, il y a le gouvernement Meloni, qui est sous assistance respiratoire. Il s'accroche au pouvoir du bout des ongles. Macron est dans un état tout aussi mauvais et la situation en Grande-Bretagne est plus qu'explosive. Et si vous pouvez faire venir David Betts pour qu'il vous parle des conditions qui, en Grande-Bretagne, peuvent mener à des troubles civils et à une rébellion ouverte, invitez-le. Parce que ses travaux comptent sans doute parmi les meilleurs que j'ai vus, où que ce soit, sur la grande question de savoir ce que font les sociétés. Et tous les gens de cette partie du monde en ont assez de voir des millions de jeunes hommes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient affluer dans le pays, violer, piller, commettre des crimes. C'est inacceptable. Ils veulent qu'ils partent. Et je pense que, si vous combinez cela avec les dégâts économiques, c'est pour la destruction. Pour revenir à votre dernier point, Gerasimov a obtenu une prolongation de 5 ans il y a 5 ans. Techniquement, il a 70 ans. Il doit partir maintenant. Le président Poutine peut-il dire « je m'en fiche » et demander au Parlement d'adopter une loi qui lui permettrait de rester plus longtemps? J'imagine que oui. Mais Gerasimov suscite beaucoup de mécontentement. Il est considéré comme une sorte de crapaud sur la route, quelqu'un qui a fait obstacle à des changements pourtant indispensables dans la conduite des opérations, quelqu'un qui a fait preuve de bien plus que de prudence, qui s'est montré carrément timide. Beaucoup soutiennent l'idée que quelqu'un d'autre prenne la relève. Pour l'instant, il n'y a aucune rumeur. Mais souvenez-vous, nous avons évoqué Sourovikine. Il est réapparu de nulle part, après avoir passé plusieurs années en Afrique. Il a eu une importante réunion avec le président Poutine, il a été décoré, et tout s'est déroulé dans une ambiance d'entente parfaite. Et puis, Sourovikine a disparu. Introuvable. Certains espèrent qu'il pourrait être ce mystérieux chef d'état-major qui surgirait de nulle part, parce que tout le monde sait qu'il est bien plus agressif et qu'il est absolument déterminé à mettre fin à cette guerre aussi vite que possible. Gerasimov a aussi fait emprisonner au moins un général de division qui a eu l'audace de se lever, de le contredire et de critiquer sa manière de gérer les choses. Et Gerasimov l'a mis en prison. Et à la honte de Poutine, selon beaucoup de gens, Poutine a laissé cet homme croupir là-bas. Mais cela pourrait changer. Je ne sais pas. La Russie est un endroit où, et je crois que c'est Jim Truss que vous avez reçu dans votre émission, il me dit sans cesse, la Russie est un endroit où ce à quoi vous vous attendez n'arrive jamais, et où ce à quoi vous ne vous attendiez pas arrive. Alors, ça devrait être tous nous en tant que prophètes. Très bien. Revenons sur l'un des autres points que vous venez d'évoquer, parce qu'il est étroitement lié à ce qui pourrait se passer ensuite. Il y a cette hypothèse, que j'ai aussi entendue de la part de plusieurs sources russes. Elles pensent que s'il y a un déclenchement de l'article 5, parce que la Russie frappe quelque part en Allemagne, au Royaume-Uni, et ainsi de suite, les États-Unis n'interviendront pas, qu'ils discuteront, qu'ils apporteront peut-être une aide, d'une manière ou d'une autre, avec des armes ou des munitions, mais que nous n'irons pas combattre la Russie pour l'Europe, parce que cette ligne-là serait franchie. Alors, les États-Unis, disons que ce ne soit pas seulement une décision politique. Je veux dire,
Au vu de notre situation actuelle, on parle des problèmes que rencontre l'ensemble de notre marine, dont vous avez parlé plus tôt dans l'émission. On parle des stocks de munitions, des limites concernant les missiles à longue portée et les missiles défensifs que nous avons déjà. Et nous ne pouvons pas résoudre cela avec notre base industrielle de défense dans les 5 à 6 prochaines années, probablement même pas au-delà. Pouvons-nous entrer en guerre contre la Russie? Et si nous le faisions, que se passerait-il pour les forces armées américaines? Oh, je pense qu'on aurait de très gros problèmes. Enfin, comme vous et moi le savons, à toutes fins utiles, nous n'avons pas d'armée. L'armée n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle n'a absolument aucune profondeur. Quant à son niveau d'entraînement et à ses capacités, je ne voudrais pas m'avancer. J'entends des rapports très contradictoires de la part des gens qui sont à l'intérieur, donc je ne sais tout simplement pas. Mais quand on parle de 400 000, disons 450 000 hommes, on en a environ 125 000 à 130 000 qui peuvent réellement combattre et être déployés pour combattre. You get about 125 to 130,000 can actually fight and deploy to fight. Then when you begin to look at the support structures that are Ensuite, quand on commence à examiner les structures de soutien nécessaires, une grande partie doit être mobilisée et acheminée sur le théâtre d'opération. Dans ce cas, ce serait en Europe de l'Est, et cela relève des réservistes ou de la garde nationale. Je ne pense pas que cela se produira. D'ailleurs, le président Trump vient d'exprimer sa colère contre la Corée du Sud. En raison de la réticence de la Corée du Sud à suivre ce qu'il veut faire dans le Golfe Persique, ainsi que sur d'autres sujets, il a décidé d'annuler un exercice conjoint impliquant les forces armées américaines et les Coréens. Une partie se déroule au sol, mais l'essentiel est aérien et naval, déjà réduit de toute façon. Franchement, les Sud-Coréens, et particulièrement ce gouvernement, préféreraient qu'on quitte la péninsule. Nous n'y sommes plus très populaires. Nous avons largement dépassé la durée de notre présence. Bienvenue. Et personne ne croit à cette menace imminente venant de la Corée du Nord, parce que les Chinois ne le permettront pas. Je ne pense pas que les Russes laisseraient cela se produire, parce que les Chinois ne le permettraient pas. N'oubliez pas que lorsqu'il s'agit de décisions en Asie, la Russie s'en remettra toujours à Pékin. Et Pékin ne veut rien avoir à faire avec une guerre déclenchée par la Corée du Nord. Trump agit donc régulièrement sous le coup de l'émotion et s'en prend aux autres de toutes les manières possibles. Vous ne me soutenez pas. Vous n'avez rien fait pour moi quand je voulais que vous fassiez quelque chose. Alors, allez au diable. Je ne pense pas qu'il accorde beaucoup d'attention aux traités, aux alliances et aux obligations juridiques. Enfin, je reste convaincu que Donald Trump s'opposera à l'emploi ou à l'utilisation de toute arme nucléaire. Et je me fonde sur ce que j'ai vu de lui par le passé, ainsi que sur ses déclarations au cours des dernières années. Je ne pense pas qu'il acceptera l'idée d'une arme nucléaire tactique. Je peux me tromper. Mais encore une fois, n'oubliez pas que M. Netanyahou a beaucoup plus de poids que n'importe qui d'autre. Et Netanyahou pourrait le convaincre de le faire. L'autre chose qui est assez intéressante, c'est que Netanyahou et Zelensky sont aujourd'hui plus proches qu'ils ne l'ont jamais été. C'est en partie dû à Zelensky, qui a toujours soutenu Netanyahou, mais aussi à son désir de faire de cette guerre la plus grande possible, parce que dans son esprit, c'est sa seule chance de réussite et de survie. Je pense que c'est délirant, mais je pense que c'est ce qu'il a en tête. Mais nous devons de plus en plus considérer ces guerres comme étant en train de fusionner, comme nous en avons parlé auparavant. Donc, si on les regarde sous cet angle, Dan, nous ne pouvons absolument pas en mener deux à la fois. Usruwo desistik palal en mener une zes. Et sur le plan doctrinal, alors? Je veux dire, évidemment, dès 1997, vous souteniez qu'il fallait réorganiser et réformer jusqu'à notre manière de combattre
et les moyens avec lesquels nous combattons, tout ça. Ce serait formidable si nous l'avions fait aujourd'hui. Mais là, en gros, nous n'avons pratiquement rien changé depuis votre livre de 1997. Et nous essayons en quelque sorte de mieux mener, je ne sais pas, Awamber, la Seconde Guerre mondiale, ou Tempête du désert, que nous ne l'avons fait auparavant. Mais il n'y a pas beaucoup de changements, malgré tout ça. On a essayé d'ajouter quelques drones par-ci, par-là, peut-être davantage de missiles et d'autres types d'armements, etc. Mais nous ne voulons rien changer. À l'heure actuelle, d'après des informations que je viens tout juste de recevoir, seule une poignée de chars américains, par exemple, et ce n'est qu'un exemple, sont équipés de ces cages dites tortues ou d'autres types de systèmes de protection. Ce qui veut dire que si nous devions soudain nous retrouver dans une situation relevant de l'article 5 et que nous essayions de combattre la Russie au sol, eh bien nous serions littéralement anéantis sur le terrain. Parce que aucun de nos chars qui n'en seraient pas équipés n'aurait la moindre chance de survivre. Et ce n'est qu'un élément. Nous n'avons ni les capacités offensives en matière de drones, ni les capacités défensives, ni la capacité de transition rapide que possèdent à la fois les Russes et les Ukrainiens. Franchement, j'ai l'impression que nous nous ferions complètement écraser si nous essayions seulement. Oh, je pense que c'est certain. Mais souvenez-vous, historiquement, nous avons énormément compté sur la supériorité aérienne. C'est un autre point qu'il faut remettre en question. Parce que, combien déjà? Entre 25 et 30% de tous les drones Reaper qui volent à 7500 ou 9000 mètres, si nécessaire, ont été abattus et perdus au-dessus du Golfe. Nous avons aussi perdu des avions. Nous n'avons pas perdu d'avions dans beaucoup de conflits depuis en réalité la guerre de Corée. Donc, je pense que ce serait d'une stupidité catastrophique de faire cela. Mais souvenez-vous d'autre chose. Quand j'ai réorganisé les forces, je les ai aussi liées à une stratégie implicite, fondée sur l'approche britannique avant 1914. Et l'approche adoptée par les Britanniques avant 1914, c'était de ne pas affronter les puissances continentales selon leurs propres règles, parce que vous perdriez, parce que vous êtes avant tout une puissance aérospatiale. À l'époque, seulement une puissance maritime. Le vieux dicton dit qu'un navire est idiot de combattre un fort. Vous savez, on ne peut pas faire ça. Les Britanniques n'ont pas pu le faire. Et ils auraient dû tirer les leçons de la guerre des Boers. Essayer de déplacer des centaines de milliers de soldats sur des milliers de kilomètres pour combattre un ennemi insaisissable, c'était une énorme perte de temps. Mais ils l'ont fait. Et une fois que ce fut terminé, après que cela leur a coûté des sommes énormes et les a endettés, ils ont conclu une alliance avec les Japonais. Une partie de l'accord conclu avec les Japonais, qui prendrait en charge les intérêts britanniques dans le Pacifique, parce que les Britanniques ne pouvaient plus entretenir une flotte dans le Pacifique, prévoyait que les Japonais fourniraient, en cas de guerre avec la Russie en Inde, 100 000 soldats. Ils combattraient côte à côte avec 150 000 soldats britanniques pour empêcher les Russes d'attaquer l'Inde. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire? Autrement dit, jusqu'en 1914, il y avait une certaine réflexion stratégique derrière le comportement britannique. En 1914, ils ont fait ce que nous avons fait. Ils sont entrés dans une guerre qu'ils n'avaient pas besoin de mener contre un pays qui n'avait jamais été leur ennemi, l'Allemagne. Aucun soldat allemand ne s'était battu contre un soldat britannique depuis avant la guerre de 7 ans. Enfin, juste avant ça, il n'y avait aucune raison, mais ils l'ont fait. Nous n'avions aucune raison de précipiter cette guerre avec l'Iran, mais nous l'avons fait. Il n'y avait aucune raison d'aller au Vietnam. Combien de Vietnamiens avaient traversé le Pacifique en sampan pour attaquer San Francisco? Pas beaucoup. Pourquoi sommes-nous retournés en Irak? Why did we go back into Iraq? Well, we botched our opportunity in Eh bien,
En 1991, nous avons gâché l'occasion de renverser Saddam et de mettre un autre groupe au pouvoir. Mais la deuxième fois, nous y sommes allés parce que nous voulions changer l'Irak et en faire un pays favorable à Israël. Le premier gouvernement démocratiquement élu du monde arabe qui serait favorable aux États-Unis, à Israël et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des absurdités. Nous sommes toujours mêlés à des absurdités, à essayer de réaliser ou d'atteindre l'inatteignable. Dieu nous garde d'essayer d'aller à Cuba. Nous y sommes allés 3 fois au début du XXe siècle et ça s'est très mal terminé. Nous avons carrément rédigé leur constitution. Nous avons supervisé des élections à 3 reprises, après 3 invasions. Il faut sortir de ce business une bonne fois pour toutes. Et franchement, Trump ne pense pas vraiment en fonction de ce qu'on appelle l'ordre international libéral. C'est un désastre, parce que tout tourne autour de la construction de nations et de stupidité de ce genre. Il raisonne en termes d'hégémonie militaire américaine. C'est vraiment de ça qu'il s'agit, et c'est le cas depuis longtemps. Mais notre hégémonie coûte trop cher. Nous n'en avons pas besoin. Le peuple américain n'en veut pas. Le monde n'en veut pas. C'est inutile. Mais l'argument est toujours le même. Si nous ne faisons pas ça, le monde entier va s'effondrer. Les Russes vont tout envahir. Ils seront au bord de la même rivière, à pêcher des poissons morts dans la Seine. Vous savez, les Chinois seront quelque part du côté de Singapour. Enfin, ils y sont déjà, en tant que Chinois. On le sait. Mais vous savez, l'armée chinoise va remonter vers l'Asie du Sud-Est. Elle va attaquer en remontant la péninsule. Tout ça, c'est des conneries. Il faut que ça cesse. Nous devons sortir de ce jeu une bonne fois pour toutes. Mais cela pourrait être la goutte d'eau qui fera enfin déborder le vase. Oui, Cette affaire, quel Iran? Et je pense que vous avez raison. Je ne vois pas comment il peut éviter un nouvel affrontement. et franchement, ça fait tellement d'années que vous nous mettez en garde. Je parle des 20 dernières années, depuis qu'on se connaît, vous et moi surtout. Vous n'arrêtez pas de dire qu'un jour ou l'autre, on va se retrouver dans l'une de ces guerres, qu'elle va nous ruiner, puis entraîner la perte de l'Empire. Et j'ai peur qu'on soit juste au bord de ça. J'espère qu'on n'aura pas à vérifier si vous aviez raison sur ce point. Eh bien, nous n'avons pas besoin de l'Empire. Nous n'en avons jamais eu besoin. Nous sommes un empire ici même, en Amérique du Nord, et c'est là-dessus que nous devons nous concentrer. En effet, oui, ça aurait été bien mieux si nous avions pu le faire par choix, au lieu d'avancer à l'aveugle, de perdre énormément de sang et de ressources, puis de nous le voir imposer. Mais on dirait que c'est aussi la voie que nous allons choisir, alors que nous ne devrions pas, comme vous le disiez il y a un instant. Comme toujours, Doug, nous vous remercions d'être venu partager vos points de vue ici. Je rappelle à tout le monde d'aller voir Warrior Diplomacy. Le colonel McGregor a une chaîne YouTube. Il a aussi un Substack, avec toutes sortes de contenus excellents. Merci beaucoup, Don. Très bien. Merci à vous. Et Gary, est-ce qu'on a encore une émission aujourd'hui? Est-ce que c'est confirmé? Oui, en effet. Le professeur Marandi a accepté d'intervenir aujourd'hui à 2 heures. Très bien. Nous allons donc obtenir directement à la source des informations sur ce qui se passe en Iran et sur ce à quoi nous pouvons nous attendre ensuite. Retrouvez le professeur Marandi à 14 heures. On se retrouve alors dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, nous n'avons pas de sponsor parce que nous détestons vous assommer de publicité. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez-nous un peu de soutien. Abonnez-vous, aimez cette vidéo et envoyez-la à quelqu'un qui compte pour vous.